Idriss, on a parlé de la consanguinité du paysage audiovisuel français avec les politiques. Aujourd'hui, on vient d'assister à la nomination de Sébastien Lecornu. Il y a quelques mois, il y a eu le scandale Brigitte, Macron, la gifle. On a successivement, on perd des grosses entreprises. On parle beaucoup de la souveraineté de la France qui est en risque. Et là, moi, j'en parle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, notamment Exaion. Tu en as parlé Ouais. récemment avec Sébastien Gouspillou. Un grand data center français qui appartient à EDF, qui va être vendu à un géant international américain. Parle-nous justement de ces sujets-là, de la France, de son risque, de sa souveraineté, de sa fébrilité sur en géopolitique internationale. Alors, on va commencer par les bases. Sous le grand Charles, sous De Gaulle, tu fais ça, t'es rectifié direct. C'est le terme qu'utilisera Pierre-Yves Rougeron, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que, comme l'expliquait très bien Arnaud Montebourg, que je salue, c'est vraiment un héros, on a tué sa carrière pour ce qu'il a fait. Il y a eu Péchinet, leader de l'aluminium. ArcelorMittal, parmi les leaders dans la métallurgie, dans l'acier. Alstom, donc leader sur les turbines avec des tas de brevets, etc. Et c'était vraiment un instrument de souveraineté, Alstom, parce que on en faisait les turbines des sous-marins nucléaires, donc ça rigole pas. Tout ça, ça a été vendu. Latécoère, Gemalto, etc. Mais sous De Gaulle, t'envisageais la possibilité de la velléité de l'ombre de l'ambition de balancer une part 10% d'Alstom aux Américains, tu disparaissais. D'accord? C'est pericoloso sporgersi, tu sautais d'un train. Et là, ça va. Pour la désindustrialisation de la France, c'est parti d'un grand plan. Elle est voulue, oui, elle est voulue. Et comme l'explique très bien Arnaud Montebourg, il n'a pas utilisé ce terme, mais je l'utilise parce que je suis journaliste citoyen, je peux me le permettre. Le prix de la passe est à 15 millions en France. Tu veux balancer Alstom, 15 millions. Donc tu files Alstom aux Américains, le prix de la passe, c'est 15 millions. Et avec Exaion, c'est un deal qui a été conseillé par l'ancien patron d'Engie. Mais bien sûr, bien sûr. Et alors que ça devait rester en France. Bien sûr. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on ne devrait jamais se chauffer de façon dumb. Tu as le dumb et le smart. Donc, tu peux te chauffer de façon intelligente, tu peux te chauffer de façon débile. D'ailleurs, on avait dit au nom du smart grid, smart whatever, c'est là qu'on avait imposé Linky, au passage, qui est une énorme douille, pour le coup, c'est pas smart. Mais on ne devrait pas se chauffer sans miner, par exemple, ou sans faire du data center, render farm, tout ce qu'on veut, parce que de façon très claire en physique, c'est extrêmement simple. Quand tu passes du courant dans une résistance, tu chauffes, mais quand tu passes du courant dans un ordinateur, tu chauffes aussi. Et sauf que tu as en plus, bien sûr, le service digital rendu par l'ordinateur. Et le service digital ne coûte pas plus cher en termes de kilowattheure. Il n'y a pas de kilowattheures qui sont perdus dans le service digital rendu par l'ordinateur. C'est la loi d'Ohm, U égale RI, elle est la même pour un ordinateur ou pour une résistance chauffante, un chauffe-serviette. Donc, soit tu as un chauffe-serviette où tu passes ton courant dedans et le seul service qui te rend, c'est la chaleur, soit tu as quelque chose qui te rend le service de la chaleur de façon ancillaire, mais également qui te rend un service digital. Donc, tout le monde, on aurait dû faire un grand plan national. D'ailleurs, à Vancouver et à Seattle, ils veulent déjà chauffer les piscines avec des mineurs. On aurait pu, en plus, récupérer les excédents d'électricité. Enfin, tu en as parlé, Sébastien Gouspillou en a parlé, tout le monde. On l'a pas fait. C'est voulu. C'est voulu. On ne veut pas que la France soit compétitive sur le plan industriel. Par exemple, l'Allemagne ne veut pas que la France ait un kilowattheure pas cher. C'est pour ça qu'elle veut que la France déglingue son nucléaire, mais aussi déglingue son hydroélectrique. La France avait des avantages comparatifs spectaculaires, issus du général de Gaulle, issus des excellents ingénieurs, notamment celui du nucléaire, j'ai oublié son nom. Ah ça y est, ça m'est sorti de la tête. Enfin, c'est un immense nom qui a créé le nucléaire français. Et on avait un avantage comparatif énorme on aurait pu avoir un kilowattheure à 5 centimes. Mais de toute façon, on a toujours dit que la France et l'Allemagne étaient les leaders d'Europe, mais aujourd'hui, l'Allemagne et la France ont des intérêts complètement divergents. Déjà, revenons sur le terme couple franco-allemand. Okay, là, on va citer Oldelaf. La tristitude, c'est quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. L'Allemagne, elle fait de l'échangisme un peu sans nous. On n'est pas elle n'est pas au courant qu'on est en couple. Donc, on a vraiment l'impression d'être le bêta-cuck de base, qui est là, non, mais c'est ma copine, en fait. Ouais, non, pardon, mais Olga, à Berlin, elle sait pas que t'es sa copine ou son copain. Elle a même pas entendu parler de toi. On est le cocu du couple franco-allemand. D'ailleurs, les Allemands n'utilisent pas ce terme. Les Allemands n'utilisent pas le terme couple franco-allemand. Tu verras ça nulle part dans la presse allemande, sauf peut-être quand il y a une visite d'État. Mais nous, on l'utilise, alors que nos intérêts sont complètement opposés. Exemple, Berlin veut l'arme nucléaire française. Mais vous n'êtes pas dingue? Moi, pareil, journaliste citoyen, j'ai envie d'arriver, mais Berlin, tu sais ce qui se passe quand tu as des armes de destruction massive. On va pas en reparler. On va pas avoir la cruauté de rappeler des événements difficiles. Bon, tu n'as pas à Berlin la maturité d'avoir des armes de destruction massive. C'est pour ça qu'il y a eu l'ONU.
C'est pour ça que c'est la France qui a un siège au Conseil de sécurité et pas toi. Parce que tu as quand même tendance à déconner dès qu'on te donne des moyens de destruction massive. Berlin, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Ton histoire pèse sur tes épaules. Bon, bah nous, on dit, ouais, pas de problème, on va faire un siège commun entre Berlin et Paris au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, on va mettre notre bouton nucléaire à disposition de l'OTAN, voire de l'UE, soyons dingues. Attendez, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Tallinn, en Estonie, est menacée par les Russes, Mm. on doit bombarder Moscou? Nous, on a max, on a 150 ogives nucléaires. Les Russes, ils en ont 7000. On fait quoi? Ah oui, pas de problème, on leur fera très mal. Ouais, on leur fera très mal, mais on n'existera plus. On aura cessé d'exister. On sera chaleur et lumière. C'est ce genre de conneries qui nécessite encore une fois une presse indépendante pour que le public soit au courant de ce que, quand on nous parle de couple franco-allemand, c'est de la bullshit. Et que quand l'Allemagne nous dit ça serait bien d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité et le partager avec la France, c'est niette. Et quand on nous dit qu'il faudrait aussi partager l'arme atomique française, ben voilà les conséquences. Et enfin, quand on nous parle de désindustrialisation, de tertiaire, les conséquences que ça donne. Au passage aussi sur le vivre ensemble et l'immigration. On peut absorber de l'immigration quand on a des usines, il n'y a pas de problème. Parce que pour vivre ensemble, il faut travailler ensemble. C'est mieux. Voilà. Bien sûr. Et bon, bah, on peut absorber de l'immigration subsaharienne ou maghrébine sans aucun problème quand on a de l'emploi. Mais on n'en a plus. Parce qu'on a vendu nos fleurons industriels. Alors vous allez dire, oui, on va faire venir de l'immigration pour des postes de cadre à la défense. Mais enfin, on n'en a pas suffisamment pour absorber. Donc ça a aussi des impacts sur la société française qui ne sont pas discutés dans la presse parce qu'ils sont caricaturés systématiquement comme éventuellement d'extrême droite ou d'extrême gauche ou que sais-je, mais pas d'extrême centre. Donc là, c'est pas de l'incompétence. Selon toi, c'est une machination. Mais alors, d'où ça? C'est quoi? C'est l'État profond? Non, mais il y a un intérêt très simple pour l'Union européenne que la France devienne une région. C'est tout. C'est Bruxelles, pas Bruxelles en tant ça que serait pas capitale des d'influence Belges. extérieure? Mais Puisque ça l'est. Ça parce qu'il l'est. dit Macron, en fait, Non, mais envoyé par les Macron veut États-Unis, rendre la etc. France ingouvernable à l'intérieur pour mieux la gouverner de l'extérieur. Mhm. Il le souhaite, il le désire. D'accord. C'est ce qu'avait très bien expliqué Gaël Giraud, donc chercheur au CNRS, expert en finance et jésuite, chez Thinkerview. Il avait expliqué, en 82, Mitterrand nationalise la banque Rothschild. Bon, alors là, les Rothschild, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, c'est qu'on nationalise leur banque. Napoléon a essayé à Naples, ça s'est très mal terminé. Et à l'époque, même les Rothschild avaient l'information de la victoire de Waterloo, victoire côté anglais, avant Londres. Mhm. Donc ils ont fait une spéculation mais colossale sur les obligations britanniques parce qu'ils savaient 24 heures avant, par leur groupe qui allait devenir Havas, au passage, que Napoléon avait perdu la bataille de Waterloo. Donc les Rothschild, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, c'est qu'on nationalise leur banque. Et Gaël Giraud dit, bah voilà, à ce moment-là, ils vont se créer une sorte de tueur à gages économique. Le terme est de John Perkins, qui a écrit un bouquin, Tueur à gages économique, où il expliquait comment il détruisait les économies de certains pays pour le compte de la CIA. C'est une méthode. Et ce tueur à gages économique, c'est Macron, en France. Et alors lui, il a liquidé la France. C'est la vente au rabais. D'ailleurs, il y a un rapport qui est apparu, un livre même, c'est plus qu'un rapport, qui démontre que toutes les privatisations en France ont été faites sous les 60% de la valeur du bien. Autoroute Oui. de France, 60%, et 60% c'est le max, c'est quand la négociation était parfaite. 60% de la valeur du bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est gavé de 40% de plus-value sur le dos des Français. Mais là, c'est le cas avec Exaïon. C'est le cas avec Exaïon, c'est le cas avec Alstom, c'est le cas avec Gemalto, c'est le cas avec Péchinet, c'est le cas avec ArcelorMittal, c'est le cas avec toutes les boîtes qui ont été liquidées en France pour une fraction de leur valeur. Eh bien, si on se reporte par exemple à l'excellent film d'Henri Verneuil, Le Président, mon agent Gabin, qui dit « Eh bien, ceux qui ont coûté 2 milliards à la France, ils devront en rendre des comptes. » C'est terminé, ça. C'est terminé, on peut coûter 2 milliards à la France. Le patron d'Alstom peut laisser un otage économique, à savoir M. Pierucci, c'est une histoire de fou. On a un cadre d'Alstom qui est inculpé par les Américains pour corruption, au titre de l'extraterritorialité du droit américain, parce que le dollar est utilisé dans une transaction. Donc, je rappelle le contexte, pareil, que Libération a la pudeur de ne pas trop nous expliciter. Eh bien, le contexte, c'est que les Américains considèrent que quiconque fait une transaction en dollars est assujetti au droit américain, ce qui est une violation patente de souveraineté, accessoirement. Comme il y a eu des transactions en dollars qui ont été faites parce que le dollar est la monnaie monde, si on veut acheter n'importe quelle matière première, il faut payer en dollars, donc on n'a pas le choix. Eh bien, Pierucci se retrouve inculpé par une procureure américaine de corruption. Il est maintenu en prison dans les circonstances les plus dures, avec ce qu'on appelle le diesel treatment, c'est-à-dire s'il ne coopère pas, à 5 h du mat, on le réveille, il vient à peine de se faire des amis pour pas forcément se faire violer dans les douches par des sicarios nicaraguayens, et bien hop, on le change de prison. Voilà. Ça, c'est une violation des droits de l'homme d'après Amnesty International. Ils le font sans problème. Et le but, c'était de le faire flancher sur Alstom. Pierucci est resté presque 1 an en prison, même plus que ça d'ailleurs, en plusieurs fois, quoi. Pas 1 an d'affilée. Et il a dû mettre sa baraque en hypothèque. C'est un otage économique, c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, ça a permis de faire la vente d'Alstom pour une fraction de son prix. Et qui était donc, bien sûr, une perte de souveraineté. Qui s'y opposait? Montebourg,
Montebourg a giclé de Bercy parce qu'il s'y opposait. Qui on a mis à sa place? Macron, qui s'y opposait pas du tout.